Bonjour à tous, je suis Marie, la fondatrice d'Omum, et je vous propose de nous retrouver une fois par mois dans ce nouveau format où nous partageons autour des sujets de la maternité. Nous partageons des initiatives qui nous tiennent à cœur, par exemple, ou des rencontres avec des professionnels, des témoignages de mamans, ou simplement le partage de notre manière de vivre la maternité au sein de l'équipe Omum. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu particulier puisque nous accueillons deux jeunes mamans, Océane et Valérie. On se retrouve pour évoquer leurs deux parcours de grossesse atypiques et elles vont nous raconter leur histoire, la naissance de leur bout de chou et surtout la manière dont elles ont vécu ou ressenti leur grossesse avec ses hauts et ses bas. Bonjour Océane, bonjour Valérie. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour partager avec nos auditrices et nos auditeurs, pourquoi pas, votre histoire. Ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas par qui commencer. Je vais aller à la facilité puisque je connais un petit peu Océane qui a partagé quelques mois de l'aventure Omum avec nous. Donc, Océane, raconte-nous brièvement qui tu es. Alors, je suis une jeune maman de 28 ans qui a donc eu un petit Milo il y a 7 mois maintenant. Je suis actuellement dans la région des Landes par choix de vie après avoir vécu 7 mois, 7 mois et demi de grossesse un petit peu particulière que j'imagine, du coup, je vais partager très vite avec vous. Très bien. On a hâte. Valérie, rapidement, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus également ? Oui, alors du coup, moi je suis donc Valérie, 33 ans. J'ai donné naissance il y a 3 semaines à un petit Gustave. Du coup, moi particulièrement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais partagée entre la France, la Grèce et le Danemark pour accoucher. Ah oui. Et ça a été une logistique un petit peu difficile. D'accord. En plus de la grossesse en elle-même. D'accord. Ah oui, 3 semaines, c'est tout récent du coup. Toute jeune maman. Exactement. Très bien. Alors Océane, on a compris que c'est déjà 7 mois et demi de grossesse, ça veut dire que le petit Milo est né un petit peu en avance. Et est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu plus pourquoi cette grossesse a été éprouvante ? Alors déjà, en 2017, on m'a découvert une pathologie et lors de ce diagnostic, le professeur m'avait annoncé que mon projet grossesse, qui était sur un plus ou moins court terme, était peut-être à mettre de côté, voire sûrement. Donc j'apprenais dans un premier temps à vivre déjà avec cette nouvelle. Donc diagnostic d'une maladie, plus le fait que je ne réaliserais peut-être pas mon projet d'être maman. Et après 1 an de traitement, on m'a accordé 6 mois pour tomber enceinte. Donc c'était en 2018. Donc c'est pareil, c'est une façon particulière d'avoir un projet grossesse quand même. Donc après la nature a été bien faite pour nous puisque je n'ai pas eu de difficulté à tomber enceinte sur ce laps de temps. Mais je savais que ma grossesse serait dans tous les cas médicalisée et que je serais plutôt pour les médecins une patiente avant d'être une future maman et avant d'être considérée comme un duo maman-bébé. Donc j'ai commencé à être hospitalisée à 6-7 FA en pneumologie. Et à partir de là, mon parcours a pas vraiment quitté l'hôpital jusqu'à 34 semaines où on m'a déclenché à Bordeaux. Donc voilà, un petit peu globalement comment ma grossesse a démarré et donc elle a été vécue dans différents services hospitaliers entre la pneumo et à la fin en grossesse pathologique. Et j'ai été déclenchée pour pronostic vital engagé de la maman, parce qu'à côté de ça, Milo, lui, par contre, m'a aidé énormément puisqu'il s'est développé comme il faut.
j'ai jamais eu à m'inquiéter, en tout cas pour lui, dans cette histoire-là, quoi. Même si être maman, c'est quand même très vite dans la culpabilité, mais en tout cas, les médecins, eux, étaient très rassurés pour lui. Ouais, pour son développement, quoi. Il n'y a pas eu de... Exactement. D'accord. Et j'imagine que vivre sa grossesse dans les services hospitaliers est difficile. Oui, parce que moi, j'ai pas connu de préparation à l'accouchement, j'ai pas connu ce qu'était préparer la chambre de mon bébé, j'ai pas connu les premières courses. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des super amis qui m'ont quand même fait une baby shower en grossesse patte. Voilà, j'ai fait une baby shower sur mon lit d'hôpital. C'est moralement compliqué, même si on sait que la finalité est bouleversante et qu'elle n'a pas de limite, parce que voilà, donner la vie, c'est exceptionnel. Mais on est quand même une femme malade sur un lit et il y a des jours sans, quoi. Mais il faut être bien entouré. Et moi, j'ai eu cette chance d'être très bien entourée par le papa, qui était présent tout le temps, et mes amis qui étaient là aussi, quoi. Ouais. Et ensuite, quand le pronostic vital pour la maman est engagé, qu'est-ce qu'on ressent, cette urgence de donner la vie et puis d'être enfin réunis? On pense à autre chose. Tu pensais à quoi là? Et en fait, j'étais dans des ressentis compliqués parce que je savais qu'il fallait que mon bébé sorte pour moi depuis déjà quelques semaines, puisque je me sentais vraiment partir sur ce lit d'hôpital. Où je ne trouvais plus mon air du tout. Et en même temps, cette grosse culpabilité de me dire mais lui, il n'a pas du tout envie de sortir et c'est pas son moment. Donc, c'est très compliqué. Mais on sait quand même que on est un duo et que s'il y en a un des deux qui flanche, il faut quand même trouver une solution et que la balance bénéfice-risque soit juste, quoi. Donc moi j'étais un petit peu après à la fin très passive parce que en fait j'avais plus du tout d'énergie, même physique, et donc je m'étais complètement laissée au corps médical qui ont pris cette décision. C'est assez particulier parce que en fait déjà j'ai pas eu l'impression d'être enceinte, j'ai pas eu l'impression de préparer une naissance, puisque voilà, j'étais une patiente avant tout. Et on vient un matin, après le plateau petit-déj et les 3 biscottes du CHU, vous dire c'est aujourd'hui. Ok. Donc, de toute façon, on n'est jamais prête parce qu'on va vers l'inconnu quand on est pris une part dans tous les cas. Mais là, c'était en plus, voilà, comme si on vous descendait faire une radiographie, quoi. Alors que là, c'était pour donner la vie. Et donc après, par contre, tout a été en plus très protocolaire, puisqu'un déclenchement c'est protocolaire, et que moi j'ai eu un déclenchement compliqué puisque j'ai pas pu avoir celui qui se fait avec le Propès, qui est le plus connu. J'ai pu avoir avec le ballonnet, et par rapport à ma pathologie, en plus on peut pas me donner d'antalgique. Donc j'ai eu 24 heures de grosse souffrance où là, oui, je voulais qu'il arrive parce que je me suis dit, j'arriverai même pas à lui donner la vie. Là, on puise trop dans tes réserves, dans mes capacités. Ouais, et je ne vais pas y arriver. Et puis après, ça s'est fait. Mais là aussi, en fait, il y a un moment, voilà, j'étais dans une phase où je regardais ce mur de ma chambre et j'étais vidée. J'étais, voilà, dans ce sentiment de vidée où j'avais même plus d'émotion, que ce soit de la colère, que ce soit de la peine, c'était de la lassitude où on est vidé. J'étais vidée de cette aventure et je réalisais même pas qu'elle allait se terminer à ce moment-là, tellement j'étais usée, en fait. Ouais. Mais pourtant, tu as réussi. Oui, j'ai réussi parce que c'est de la magie d'être une femme. Quand on donne la vie, il y a un truc qui se met en place qui est plus animal que humain, je pense. Et là, moi, du coup, j'ai été déclenchée. Pendant 24 heures, on est obligé d'avoir ce protocole de garder le ballonnet. J'ai contracté pendant 24 heures, donc on n'a pas pu me soulager puisque ma pathologie m'en empêche.
Et après, au bout de 24 heures, on m'a quand même mis la péridurale et on m'a mis ensuite par voie veineuse le contractant. Parce que ballonner n'avait servi à rien, donc j'ai contracté, mais mon col n'était pas du tout ouvert. Milo, il n'était pas du tout dans l'expectative de venir nous rencontrer. Donc là, après, j'ai eu la péri et je me suis dit, il faut que je me ressource pendant ce temps de la pause de péri où je ne vais plus souffrir au moins au niveau contraction de cet accouchement. Et donc là, je me suis dit, il faut que tu te ressources au maximum et laisser faire le reste. Donc là, je me suis ressourcée, j'étais très calme, j'étais très zen, j'étais sans stress, j'ai maîtrisé mon souffle. Et puis, il n'y a rien qui se passait, ça, depuis 8h le matin jusqu'à 16h, rien bougeait. Et Milo, lui, par contre, se fatiguait parce que il était quand même je contractais depuis la veille, donc ça faisait quand même presque 48 heures qu'il était là-dedans, et son corps, son cœur surtout, le supportait plus. Et là, on a commencé du coup à m'enlever tous mes bijoux, à me sonder et à me dire, vous allez partir au bloc, on va vous expliquer ce qu'est une césarienne. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ça fait 7 mois que je suis invitée, que j'ai rien pu vivre d'une grossesse dite normale, je veux avoir un accouchement voie basse, je veux pas vivre autrement, quoi. Et là, encore une fois, Milo a été exceptionnelle puisqu'elle m'annonce ça et là, je leur annonce en même temps que je ressens tout mon côté gauche comme si la péri ne faisait plus effet. Et là, elle m'ausculte et en fait, Milo était tombé d'un coup et mon col était effacé complètement. Ça s'est fait, mais à l'annonce de la césarienne. Ouais. Ça a été dingue. Et elles m'ont dit, c'est maintenant, par contre, il va falloir le sortir vite parce que son cœur ne supporte plus. Et là, j'étais pas là, j'étais en mode warrior, je sais pas du tout comment, mais je l'ai sorti en 3 poussées, j'en étais apparemment bleue, mon mari était paniqué, et j'ai pu en plus moi le prendre, venir le chercher en fait, et là c'était magnifique, c'était exceptionnel, j'ai réussi au moins à faire venir ce bébé au monde comme tout le monde, sans avoir eu cette grossesse comme tout le monde, quoi. Donc c'était merveilleux. Et puis lui, après, par contre, voilà, il était, j'ai à peine vu, il est parti tout de suite en réa, il était attendu par le service de réa pédiatrique, tout était mis en place pour lui. Et moi, par contre, une fois qu'il est sorti, là, par contre, moi, je me suis retrouvée très mal. Mais j'ai été prise en charge, j'ai été mise sous oxygène, etc. Mais en tout cas, ce moment-là, je l'ai vraiment vécu à fond. Dans ma bulle, ouais. Avec mon bébé. Et ça a été, ça a peut-être duré que 28 secondes. En vrai, si on avait chronométré ce moment, mais ça a été les plus belles secondes de ma vie, quoi. Ouais. Donc, quelque chose de très fort. Ah oui, et après, voilà, moi, mon lien avec mon bébé... Et on a été, il a été à l'hôpital, etc. Mais quand il est sorti de l'hôpital, avec mon mari, on a été comme des animaux, où mon mari a soldé tous ses congés et on s'est retrouvés tous les 3. On n'a même pas vu au début du monde des proches. On était dans notre tanière, on avait besoin de ça. Après tout ce qu'on avait vécu, tous les 3, quoi. Ouais. On a été très éprouvés quand même. Donc voilà. Et aujourd'hui, comment va Milo alors? Eh bien, Milo, comme depuis qu'il est un grain de riz, il va super bien. Aujourd'hui, il fait 7,7 kg, alors qu'il est né du coup 2 kg, il est descendu jusqu'à 1,7 kg. Mais là, il n'a jamais eu de problème de santé. C'est un bébé qui rigole tout le temps, qui sourit tout le temps, en fait, il respire, il est solaire. C'est un bébé qui est solaire. Et c'est un bébé, après c'est mon bébé, alors je veux dire toujours qu'il est merveilleux, mais c'est un bébé qui vraiment passe, en fait il croise des gens, il sourit tout le temps, c'est un bébé thérapie. Et voilà, et tu crois qu'il a... Ouais, c'est possible, tu crois qu'il a pris quelque chose de cette aventure pour adapter son comportement? Ben en tout cas... tous les gens qui
côtoient ce bébé sont ébahis de cette bonne humeur, des sourires il donne tout le temps des sourires, mais à une personne qu'il n'aura jamais vue. Il est dans cette énergie solaire. C'est un bébé qui a toujours répondu à mes inquiétudes, puisqu'il a été hospitalisé 12 jours en néonate et j'étais obsédée par cette sonde nasale qui l'alimentait, où j'étais persuadée que mon bébé était en souffrance, même si dans certains milieux on vous dit qu'un bébé ne ressent rien. Moi, j'étais persuadée qu'il était en souffrance de cette sonde et que ça l'empêchait d'avancer. J'en ai pas dormi de toute une nuit. Je suis arrivée le lendemain en néonate. On m'a dit, votre bébé s'est arraché sa sonde cette nuit, donc on va essayer de l'alimenter par le biberon naturellement. Je me suis dit, c'est quand même fou, quoi. Ouais. Ça m'obsède toute une nuit et lui, il fait ça cette nuit-là, quoi. Il s'enlève cette sonde qui me... Enfin voilà, c'est un lien qui est fou et je pense que c'est un bébé qui a toujours été fort, qui a toujours été en bonne santé parce que il s'est dit, ma mère, il faut que je la rassure dans tout ce qu'elle vit. Il a eu aucun problème pour l'instant respiratoire. Il a même pas eu besoin d'assistance respiratoire quand il est né. Enfin, il a une force et cette énergie solaire qui est, à mon avis, il a puisé quelque chose. C'est un bébé de toute façon qui a dû se battre dès qu'il est né. Il est né trop tôt, donc il a dû forcément se battre pour avancer. Et je trouve que ça se ressent beaucoup. C'est pas du tout un bébé fatal, c'est triste. Mais en même temps, on dirait qu'il te préserve. Il facilite la vie pour que tu puisses... Il m'a toujours rassurée. Moi j'ai vécu ma grossesse, c'était ma personne qui était en danger, mais par rapport à lui, il a toujours fait en sorte de me rassurer. Il continue encore parce que je vais le vérifier parfois la nuit. Oui. Et à chaque fois, je rentre et j'entends pas bien. Et là, d'un seul coup, il fait une grande inspiration. Je me dis, ah, merci. Il me rassure, je peux pas respirer. Enfin, il m'a toujours donné ces petits coups, ces petits clins d'œil, que ce soit dans mon ventre et encore aujourd'hui. Maman, occupe-toi de toi, je vais bien, quoi. Ouais. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est une belle histoire. Merci. Malgré toutes les souffrances endurées, mais la conclusion est jolie et ce lien que tu décris est tellement beau. Ouais, c'est dingue. Donc voilà. Très bien, mais merci d'avoir partagé avec nous ton histoire, Océane. Valérie. Alors Valérie, c'est un autre contexte, c'est une grossesse européenne au sens Europe très large. C'est ça? Exactement. Il y a plus large, j'imagine, mais oui, c'est un peu ça. Et du coup, Océane, c'est vrai que c'est assez particulier. Je dis félicitations, du coup. Hein. Je sais pas si tu peux raconter mon histoire derrière ça. Si, chaque histoire est belle, je pense. Du coup, moi, ma grossesse, en fait, elle a été beaucoup plus simple. Je rejoins un petit peu Océane sur le fait qu'on est un peu animal et on a tendance à l'oublier, en fait. Et c'est un petit peu la leçon que j'ai reçue de ma grossesse. C'est-à-dire que j'étais toujours une personne très dynamique, très sportive, à faire 36 000 choses en même temps, et la grossesse calme énormément et nous rappelle que on est quand même des humains et des animaux quelque part. Ma grossesse, moi, s'est très bien passée. De façon générale, juste les 3 premiers mois ont été très difficiles parce que j'ai été clouée au lit pour des nausées, mais rien à voir avec ce qu'Océane a pu vivre, j'imagine. Mais c'est vrai que ça nous remet un petit peu en place quand même, d'être 3 mois comme ça, sans pouvoir bouger, et il faut se réinventer un petit peu. On n'est plus du tout la personne qu'on a pu être, et on doit dépendre un petit peu des gens. Du coup, pour le côté européen, donc ma grossesse s'est très bien passée comme je vous l'ai dit. Ce qui a été difficile pour nous, c'est que mon mari travaille en Grèce. Le système médical en Grèce était particulier et il est d'origine danoise. Donc moi, du coup, je vivais en France. Et pour des raisons de nationalité, on a décidé de me faire accoucher au Danemark. Parce qu'à 21 ans, en fait, si l'enfant ne naît pas au Danemark, il peut perdre sa nationalité danoise. Donc on s'était dit que c'était un petit peu dommage de pas pouvoir, en tout cas pour lui, de ne pas l'avoir. Et c'est là que les parcours les parcours de santé, etc., ont un peu commencé. Ça a été un petit peu difficile parce que il a fallu s'organiser pour trouver une maison, parce qu'on n'habite pas au Danemark, on habite en Grèce du coup, et de pouvoir du coup trouver une maison au Danemark, d'avoir des compagnies aériennes qui acceptent de me prendre
au dernier moment, de façon à ce que je sois pas trop longtemps au Danemark et que aussi que mon mari puisse venir en temps et en heure parce que c'était important pour moi qu'il assiste à l'accouchement. C'est un sacré challenge, ça aussi. Oui, voilà, exactement. Et du coup, la grossesse en elle-même, encore une fois, c'est bien passé, même les dernières semaines, mais c'est vrai que le stress au niveau de la logistique a été quand même assez important parce que même si son travail a réussi à comprendre un petit peu la situation, ils ont quand même été un petit peu impatients sur la fin. Parce que comme Océane, j'ai été déclenchée, le bébé voulait pas sortir. Je pense qu'il a dû sentir qu'il était bien au chaud et qu'avec tout ce qui se passait, etc., il valait mieux qu'il reste quand le papa serait là uniquement. Et voilà, donc en fait, j'ai atteint, moi, le 10e mois. Enfin, en tout cas, je suis rentrée dans mon 10e mois parce qu'au Danemark, ce qui se passe, c'est qu'ils ne déclenchent pas avant 40, enfin, avant la date du terme plus 12. Ah oui. Donc, il n'y a aucune possibilité de faire un déclenchement avant. Pour aucune raison, ils le font. Et ce qui était assez problématique, c'est qu'on m'a toujours dit que mon bébé était très gros. Et ça depuis le 6e mois. Donc en fait, les semaines avançaient et je me disais, oh mon Dieu, il est gros, mais le Danemark en même temps me disait, parce que là-bas c'est pas du tout médicalisé, on ne voit pas, à partir du 6e mois, on ne voit plus de médecin. On est uniquement consulté par des sages-femmes qui font des touchés sur le ventre et qui n'écoutent que le cœur en fait. D'accord. Du coup, plus on avançait et plus on me disait, non, le bébé va très bien, il n'y a pas de raison de déclencher, ou en tout cas, il faut patienter. Et personne n'avait vu venir que mon bébé, au final, faisait 4,7 kg à la naissance. Et quand j'ai été déclenchée, en fait, il a été un petit peu légèrement en danger et l'accouchement a été un peu difficile. Sinon, au-delà de ça, c'était relativement simple et sans problème. Voilà. Et j'ai fait un accouchement de 36 heures. En déclenchement. Et en voix basse. Exactement, voix basse. Encore une fois, je peux pas me plaindre, tout s'est très bien passé. D'accord. Et donc, du coup, c'était l'inquiétude en fin de grossesse de pas avoir de confirmation du poids potentiel du bébé et de continuer à le voir grossir et d'avoir peur pour l'accouchement, c'est ça? Exactement. Et en parallèle, mon mari qui devait faire des allers-retours entre le Danemark et la Grèce parce que son travail lui donnait un peu de pression pour pas qu'il reste trop longtemps au Danemark. Donc on savait pas exactement quand est-ce que j'ai déclenché. Le bébé commençait à devenir gros. Lui, il repartait, il revenait. Enfin, c'était un petit peu chaotique. Oui, mais encore une fois, le bébé a été fantastique. Enfin, il a tenu et il était en très bonne forme. Il est toujours en très bonne santé là aujourd'hui. Et là, du coup, aujourd'hui, vous êtes resté au Danemark ou vous êtes revenu en Grèce? Non, en fait, après 7 jours, on a réussi à prendre l'avion et là, je suis en Grèce aujourd'hui, oui. D'accord. Et j'avais... Oui, voilà, on est tout rentré. Là, on essaie un petit peu de faire le suivi comme on peut ici. Mais du coup, votre suivi de grossesse, il s'est fait entre la France et le Danemark, pas vraiment en Grèce. Non, au début, initialement, on voulait me faire accoucher en France, parce que c'est là où, du coup, j'ai ma famille, etc. Et du fait de cette nationalité, en fait, on est parti au Danemark. Donc, les 7 premiers mois, j'ai fait mon suivi en France. D'accord. Avec des fois, ponctuellement, par exemple, le test du diabète, je l'ai fait en Grèce, parce que j'étais ici au moment où c'était passé. Donc, ponctuellement. Donc, j'ai un peu testé les différents systèmes et c'est assez particulier de voir les différences médicales qu'on peut retrouver. Et au final, en fait, on se rend pas assez compte que le système français est quand même très bien. Ouais. Très bien. D'accord. Parce qu'en Grèce, du coup, pourquoi vous avez choisi de pas être suivi du tout en Grèce alors que si j'ai bien compris, c'est là que vous habitez? Exactement, pour plusieurs raisons. Et encore une fois, j'adore la Grèce et je suis très bien, mais c'est vrai qu'au niveau du système d'accouchement et de suivi grossesse, donc le suivi grossesse se passe très bien, gynécologue, etc., pas de problème. Au niveau de l'accouchement, j'étais pas en phase avec eux pour plusieurs raisons. Donc il y a un système public et un système privé. Et au système public, en fait, le papa n'a pas le droit d'assister à l'accouchement. Pour aucune raison. Donc du coup, ça je ne voulais absolument pas. C'était donc du coup rédhibitoire. Et la deuxième raison, c'est que très souvent, on finit en césarienne pour très peu de raisons. Et ça, je le voulais absolument que ce soit pas pour aucune raison définie, en fait, directement. Enfin, en tout cas, qu'on me l'oblige pas pour une raison qui n'est pas valide. C'est ça, que la césarienne ne soit pas réservée que pour les urgences nécessaires, quoi. Exactement. D'accord. Donc voilà, c'était la raison pour laquelle on a décidé de ne pas choisir la solution de facilité. Et ensuite, si on choisit la voie privée ici, c'est de suite des très grosses sommes d'argent qui sont en jeu.
Et ça, c'était pour les mêmes résultats, en fait, pour une césarienne qui est définie avant même qu'on ausculte le bébé. Donc, c'était pas possible. Voilà. Donc, initialement, c'était la France, et puis au final, pour la nationalité, on a quitté partir au Danemark. Et quelle était votre vision de la grossesse et de l'accouchement avant de tomber enceinte? Pour moi, c'était quand je voyais mes amis. En fait, c'est assez drôle parce que je trouve que au niveau de la grossesse et de l'accouchement, je sais pas s'il y a une espèce de comment on peut dire ça, de secret derrière ça ou de mystère où les gens cachent un petit peu ce qui se passe. Mais ça a été une totale découverte. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit comme ça en fait. Et je trouve que les gens en parlent pas assez ouvertement. Des difficultés par lesquelles on passe ou même des joies par lesquelles on passe en fait. Tout va très bien, tout est très feutré, etc. Et au final, je pense qu'on n'est pas en tant que femme assez préparé. En tout cas, moi, j'ai pas été assez préparée à ce côté très animal, encore une fois, de la grossesse. Oui. Et c'est sûr qu'avant, on vivait beaucoup plus entouré, puisque les familles étaient beaucoup plus réunies, et quand on vivait une grossesse, on avait nos grands-mères, nos tantes maternelles, paternelles, on avait beaucoup plus de frères et sœurs. Il y avait cette espèce de transmission de femme à femme qu'on perd petit à petit, puisque les familles se réduisent, on vit plus avec nos grands-parents comme avant, et puis surtout on vit loin de nos parents même, puisque souvent nos vies professionnelles nous amènent à nous éloigner de la famille. Et c'est vrai que les transmissions, elles sont entre copines éventuellement, mais peut-être qu'on se préserve, oui, en racontant pas tout. Effectivement, et quand j'en parle à mes amis, c'est vrai que je leur dis, mais vous auriez dû me dire, elles me disent, mais on oublie. Oui, mais c'est pas possible d'oublier. Non, je sais pas si je vais être comme ça, mais c'est vrai que... et du coup, en fait, j'essaye aujourd'hui avec les nouvelles femmes enceintes de pas leur faire peur, mais vraiment de leur dire, écoutez, ça se passe comme ça. En tout cas, moi, après, on est tous différents. Hein. On peut le voir du coup avec Océane aussi, mais et du coup, le fait de pouvoir être préparé psychologiquement, je pense que c'est important. Parce qu'on sait pas exactement vers quoi on aura, qu'est-ce qu'on aura, et ça reste quand même très beau, mais c'est quand même important, de mon point de vue en tout cas. Très bien. Et toi, Océane, est-ce que tu avais une vision particulière de la grossesse et de l'accouchement avant de tomber enceinte? Alors moi, j'ai été un peu privilégiée dans le sens où j'ai quand même une maman qui travaille en maternité, qui est auxiliaire puéricultrice. Et aussi, j'ai été dans une éducation très féminine, puisqu'on n'est que 3 nanas à la maison. On a été 3 nanas à la maison. Et j'avoue que la sexualité, la grossesse, tout ça, c'est des choses qui n'ont jamais été tabou. Et il y a vraiment une liberté de parole de femmes chez nous, où on a beaucoup vécu entre femmes. Les copines de ma mère, quand j'étais petite, qui venaient, sans tabou, sans filtre aussi. Et du coup, j'ai été quand même assez bercée, voilà, dans ce truc... même très féministe comme éducation. Donc, du coup, j'avoue que j'ai été assez préparée, et j'avais aussi ma maman qui elle, travaillant aussi dans ce milieu, m'a toujours répété, une grossesse peut être dangereuse. C'est quelque chose qui peut être dangereux, et qu'il faut pas, qui est des fois un petit peu, on rend ça un petit peu très merveilleux, mais voilà, elle me rappelait que ça pouvait quand même avoir des déroulés complètement différents selon les femmes, que jusqu'au bout, il y avait quand même un danger, et que c'était pas anodin aussi ce que le corps allait vivre à ce moment-là. C'est sûr. Donc j'étais préparée un peu à tout ça, et puis après, j'ai des amis aussi qui avaient déjà des bébés autour de moi, et pareil, on a une grande liberté de parole entre nous. Et par contre, j'y allais... je prenais le ressenti de chacune de ces femmes qui ont entouré mon enfance et après ma vie de jeune femme, mais sans fatalisme de me dire ça va se passer comme ça, elle l'a vécu comme ça, et pas me dire mais moi ça se passe pas comme ça, est-ce que ça veut dire que... Voilà, vraiment, j'ai entendu votre vécu, je vais vivre le mien, et après on pourra avoir une nouvelle discussion par rapport à tout ça. Mais voilà, sans aucun préjugé, en fait, j'allais vivre cette expérience. Et après, j'ai dit dessus que moi, de toute façon, j'allais vivre une expérience un petit peu indépendante de tout ça, mais voilà, j'étais assez confiante là-dedans. Et par contre, je pense que une grossesse doit se vivre on doit être psychologiquement bien avec son corps, surtout. C'est un peu ça qui m'a révélée, où je me suis dit, il faut aussi avoir résolu, si on a vécu aussi des choses un peu dures dans le passé, je pense qu'il faut avoir résolu beaucoup son passé
être bien dans sa peau, aimer la femme qu'on est quand on tombe enceinte. Parce que un corps qui se transforme, c'est pas non plus anodin. Et je trouve que dans le suivi de la grossesse, que ce soit les gynécos ou autres, ça par contre on l'évoque très peu. Alors qu'en tant que femme, c'est quand même on a un ventre qui grossit, une poitrine, on a des vergetures qui apparaissent, on a de la cellulite, après l'accouchement également, on a un corps qui est quand même assez traumatisé. Enfin voilà, il y a tout ça derrière, et ça aussi derrière, je trouve qu'on nous laisse un petit peu avec nos culottes filées et nos serviettes, et puis on nous explique pas trop si c'est normal ou pas normal. On nous dit pas que oui, ça peut être dur de retrouver son corps, ou alors de garder un ventre sans avoir son bébé dedans. Enfin, voilà, je trouve que sur l'accompagnement de la transformation du corps, il y a très peu de choses, en France en tout cas, et que du coup, il faut être bien dans son corps et dans sa tête quand on entreprend une grossesse. Moi, c'est surtout ça que ça m'a aussi un petit peu appris, quoi. D'accord, donc c'est le conseil que tu donnerais aux futures mamans qui nous écoutent. Ouais. Déjà, aimez-vous de base, mais avant de tomber enceinte, aimez qui vous êtes et aimez qui vous allez être, et après, aimez aussi ce que va vous laisser votre corps, parce que ça sera uniquement l'illustration d'un truc de dingue. Donc, voilà. Faut vraiment être avec son corps, prendre ce qu'il nous donne, mais l'accepter comme il va être avant, pendant, après, quoi. Ouais. Et vous, Valérie, si vous deviez donner un conseil ou une remarque particulière aux futures mamans ou aux futures mamans actuelles? Pour moi, encore une fois, ce serait informez-vous, en fait. Et je rejoins Océane sur le fait que oui, il faut vraiment s'aimer et surtout être prête à accueillir tous ces changements. Parce que c'est vrai que c'est que du bonheur une fois que le bébé est là, quoi. Mais ça peut être difficile si on n'est pas en phase avec soi-même. Très bien. Eh bien, merci les filles. Merci à tous et toutes d'avoir écouté ce podcast. Donc, on le sait, chaque histoire est unique et chaque femme vit différemment les 9 mois de bonheur ou même de souffrance pour certaines et de moments compliqués. Et si vous aussi, comme Valérie et Océane, vous ressentez l'envie de partager votre histoire, on serait ravis de vous accueillir sur les podcasts Instant Maternel. Très bonne journée à toutes et à très vite.